Bonjour à tous et bienvenue au jardin de Luchan. Le printemps approche et vous êtes en train de réaliser que vous n'allez pas avoir de fleurs. Vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de planter des arbustes et des vivaces à l'automne dernier, et puis ce que vous avez planté, ça n'a pas encore grandi, ça n'a pas encore pris beaucoup d'ampleur, donc vous aurez quelques fleurs pour la saison qui vient, mais pas suffisamment à votre goût. Ou alors vous avez un petit coin dans votre jardin que vous ne savez pas trop comment aménager, mais que vous voudriez bien voir accueillir un petit peu de couleur pendant la saison. Vous pouvez aussi avoir un massif qui est déjà établi, mais avec à certains endroits quelques trous, quelques vides que vous avez envie de combler. Dans tous les cas, pas de panique, j'ai une solution pour vous, une solution qui va vous permettre d'apporter beaucoup de couleurs, rapidement, facilement et à moindre coût. Et cette solution a un nom, les annuelles. Alors très rapidement, histoire de savoir de quoi on parle, les vivaces, elles, ce sont des plantes que vous allez installer une fois dans votre massif et qui vont chaque année revenir, souvent de plus en plus volumineuses, de plus en plus fleuries. Les bisannuelles, pour leur part, ce sont des plantes qu'on va semer plutôt vers la fin de l'été, qu'on va repiquer en automne et qui vont un petit peu végéter ou grandir plus ou moins, faire un système racinaire et un petit peu de feuillage pendant l'hiver et qui, dès la saison suivante, vont commencer un vrai développement et là vont développer du feuillage et une floraison et qui vont souvent, même si certaines peuvent avoir une durée de vie de 2-3 ans, les bisannuelles, par principe, elles meurent une fois qu'elles ont fleuri, sans oublier de se ressemer. Et puis on a enfin la troisième catégorie, celle dont je vais parler aujourd'hui, les annuelles. Alors les annuelles, ce sont tout simplement des plantes que vous allez semer en début de saison, généralement entre février et mars-avril, et qui vont faire leur croissance pendant le printemps, fleurir abondamment une bonne partie de la saison, et qui par contre vont mourir une fois que la saison s'achève. Alors pour certaines, ça peut être dès l'été, d'autres ça peut être en automne. Alors bien sûr, les annuelles ont un inconvénient, c'est que comme leur nom l'indique, elles sont valables qu'une seule année, qu'une seule saison, c'est même pas une année entière. Hein. Donc entre le moment où vous les semez et le moment où elles meurent, leur cycle végétatif dure quelques mois, du printemps on va dire en gros jusqu'aux premières gelées, ce qui veut dire que tous les ans il va falloir absolument repenser votre massif, refaire les semis de façon à, d'une année sur l'autre, avoir de nouvelles fleurs. En revanche, elles ont deux atouts principaux qui sont d'une part leur croissance rapide, ce sont des plantes que vous allez semer en début d'année et qui dans la saison vont directement vous donner le résultat que vous attendez. Et le second avantage, c'est qu'elles ne coûtent pas cher, c'est-à-dire que pour un sachet de graines que vous allez payer en fonction des variétés, des espèces, vous allez les payer entre, on va dire, 2 € et 6-7 €, c'est une moyenne. Mais dans un sachet de graines, vous avez énormément de graines, ce qui vous permet de planter et d'obtenir beaucoup de plants différents pour mettre des fleurs un petit peu partout dans vos massifs ou éventuellement remplir les trous ici et là dans les massifs qui vous paraissent un petit peu vides. Bref, que vous ayez besoin d'une solution d'urgence ou que vous souhaitiez simplement apporter quelques petites touches de couleur ici et là dans votre jardin, voici 7 annuelles qui sont faciles à semer, faciles à réussir et qui vont vous apporter des fleurs pendant plusieurs mois. La première plante de cette sélection, ce sont les cheveux de Vénus qu'on connaît beaucoup plus sous le nom de nigelle de Damas, Nigelle damascena. Alors la nigelle, c'est vraiment une plante ultra facile et très graphique. J'ai envie de dire que presque tout est beau chez elle. Déjà son feuillage, alors qui est vert, parfois avec des reflets pourprés, qui est surtout très fin, très découpé et très vaporeux. Ensuite, bien sûr, on a ses fleurs, c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc des fleurs qui sont étoilées, avec une ou plusieurs rangées de sépales et de pétales avec la pointe effilée. Donc on va avoir des fleurs qui vont être plus ou moins simples ou plus ou moins doubles. Et puis alors la nigelle, vous allez la trouver dans plein de coloris différents. Il y a du blanc, il y a du bleu, il y a du mauve, il y a du rose. Vous avez plein de nuances différentes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir du bleu foncé, du bleu plus pâle, du rose plus foncé, du rose plus pâle. D'ailleurs souvent on les trouve, les nigelles, vous pouvez les acheter soit par coloris unique, soit par mélange de coloris. Au milieu, vous avez également les organes reproducteurs qui sont particulièrement proéminents et qui sont également très décoratifs et très graphiques. Sous les sépales, on a également des bractées qui en fait ont l'aspect des feuilles, le même aspect que les feuilles, donc très fin, très effilé. Et le tout, ça donne une espèce de pièce d'orfèvrerie qui est absolument magnifique, qui est belle à regarder en masse, mais également quand vous la regardez de très près. La floraison, selon la date à laquelle vous les semez, va s'étaler entre le mois de mai et le mois d'août, c'est une moyenne. Elle n'est pas excessivement longue, elle dure environ 1 mois. Par contre, une fois que les fleurs ont fané, elles donnent naissance à des fruits décoratifs. Ce sont des capsules qui peuvent être un peu pourprées à plus brunes et qui restent également décoratives un très long moment. C'est donc une plante qui est à la fois décorative pour son feuillage, pour sa floraison et pour ses fruits décoratifs. Au niveau des dimensions, on est à peu près sur de 30 à 60 cm. Alors plus votre sol est riche, plus il risque de monter haut, mais en général, voilà, c'est pas une plante qui est excessivement haute. C'est une plante que vous allez semer directement en place, elle ne supporte pas le repiquage, c'est-à-dire que vous ne la semez pas en terrine ou en godet pour la transplanter, vous la semez directement à l'endroit où vous voulez la voir fleurir.
Vous pouvez le faire soit à l'automne, soit entre mars et mai. Vous allez effectuer ce semis dans un sol qui soit léger et drainé, même sableux, c'est pas un souci. Vous pouvez les installer en plein soleil ou éventuellement à la mi-ombre. Alors plus elles sont à l'ombre, moins elles risquent d'être florifères. Moi j'en ai quelques-unes ici qui poussent à mi-ombre et qui tous les ans forment des grosses nappes de fleurs, donc il n'y a quand même pas de souci. L'essentiel c'est qu'elles aient quand même un petit peu de soleil dans la journée. Alors c'est une plante qui est jamais malade, qui est même boudée par les limaces, et pourtant les limaces ici, croyez-moi, il y en a énormément. C'est une plante que je n'arrose jamais. Alors sans doute son cycle végétatif, comme c'est entre le printemps et le début de l'été, c'est une période où, où la chaleur n'a pas encore eu le temps d'assécher les sols. C'est une période où on a encore souvent, espérons pour encore quelques années, des pluies printanières, même si cette année on est quand même assez mal parti. Mais bon, c'est quand même une plante sans souci, facile, que vous devez absolument essayer. En plus, elle va avoir tendance à se ressemer toute seule, c'est-à-dire qu'une fois que les capsules sèchent, les graines sont libérées et ça donne naissance à de nouveaux pieds pour l'année suivante. Si vous aimez faire des bouquets, vous pouvez également les utiliser en bouquet frais ou en bouquet sec. Leurs capsules sont très sympas en bouquet sec. Enfin bref, c'est vraiment une annuelle hyper facile que je conseillerais à tout jardinier débutant qui veut se lancer dans ses premiers semis. On continue avec une plante qui, bien sûr, dans son pays d'origine, le Mexique, est vivace, mais qui, sous notre climat, est cultivée comme annuelle. Je parle bien sûr du cosmos. Alors on commence avec le cosmos bipinnatus, qui est une plante très ramifiée, qui fait 30 à 180 cm de haut selon les variétés. Le feuillage, là aussi, il est fin et il est très léger. Le cosmos fleurit pendant très longtemps, bien souvent de juin jusqu'aux premières gelées. Les fleurs sont simples ou plus ou moins doubles. Elles sont solitaires, donc portées de façon solitaire au bout des tiges, mais elles sont très nombreuses et on peut avoir des plantes qui forment de vrais buissons de fleurs. Les pétales sont plus ou moins arrondis et plus ou moins plissés. On a même certaines variétés qui ont des pétales tubulaires, c'est-à-dire en forme de tube, assez originaux. Au niveau des teintes, là aussi, on a quand même beaucoup de choses différentes. On va avoir des cosmos blancs, on va avoir également des cosmos roses, on en trouve des jaunes pâles, des pourpres, et puis on a souvent aussi des cosmos qui affichent des dessins de couleurs différentes qui apportent un peu d'originalité dans un massif. Chez les cosmos, le centre est également de couleur jaune, donc ça fait un contraste avec les pétales qui peut être intéressant, et puis qui peut rappeler la couleur d'autres plantes à côté, à feuillage jaune par exemple. Je rajouterai que les fleurs sont mellifères, c'est-à-dire qu'elles attirent les butineurs et qu'elles sont également comestibles. Concernant le semis, vous avez deux possibilités. Vers mars-avril, vous pouvez les semer dans des terrines. Quand les plantules ont levé, vous pouvez les transplanter dans des godets. Et puis vous les mettrez en place, à leur place définitive au jardin, après vers le mois de mai, quand les dernières gelées sont plus à craindre. L'autre possibilité, c'est que vous les semiez directement en place, là où vous voulez les voir fleurir, donc c'est ce qu'on appelle semer à la volée. Vous les semez en mai. Après quoi, il faudra les éclaircir. Alors éclaircir, c'est tout simplement que parmi tous les pieds que vous avez, vous allez enlever les plus faibles, garder ceux qui vous paraissent les plus costauds, et c'est ceux-là qui finiront par former les pieds et qui vont fleurir dans vos massifs. Moi, je vous conseille de pincer vos jeunes semis. Donc quand ils commencent à avoir, on va dire, 10 cm de haut, vous pincez le sommet de la tige juste au-dessus de deux feuilles latérales, ce qui va avoir pour effet de ramifier la plante. Elle va être un peu plus basse, la floraison peut être un petit peu plus retardée par rapport à un plan que vous ne pinceriez pas, mais vous allez avoir plus de fleurs puisqu'il va y avoir plus de branches latérales qui vont se développer et la plante va être plus compacte et un petit peu plus basse. Si vous voulez encourager le cosmos à continuer à fleurir longtemps, n'hésitez pas de temps en temps, avec un sécateur par exemple, à éliminer les fleurs fanées, ce qui va donner comme signal à la plante que la pollinisation et la fécondation n'ayant pas eu lieu, ou pas totalement, elle va fournir de nouvelles fleurs pour justement essayer de se dire il faut que je survive, il faut que je fasse des graines pour que je puisse me ressemer. Si vous voulez laisser les fleurs en place et qu'elles montent à graines, la plante se dit c'est bon, le boulot est fait, donc elle va avoir tendance à moins fleurir par la suite. Vous allez placer le cosmos en plein soleil, dans tout type de sol, plus riche ou plus léger, un sol qui soit drainé, même sableux ou caillouteux, elle peut très bien pousser dans ce type de sol. Comme il existe différentes tailles, vous pouvez les utiliser à différents endroits de votre massif. Les variétés les plus petites, les plus naines, vous pouvez les mettre au premier plan. Les variétés moyennes ou plus hautes, vous pouvez les installer au milieu du massif ou carrément à l'arrière, donc ça dépend un peu bien sûr de ce que vous avez devant. Comme je vous parle des cosmos, je ne peux pas ne pas mentionner le cosmos sulfureux, Cosmos sulfureus. Alors les fleurs sont un petit peu plus petites, elles sont semi-doubles, et puis on a des tons chauds et unis qui vont du jaune à l'orange ou au rouge. Elle va mesurer environ 60 cm de haut, et c'est une plante qui va accepter les mêmes conditions de culture et qui va fleurir grosso modo en même temps que le Cosmos bipinnatus.
Autre plante annuelle super intéressante et super facile, c'est la lavater. Alors je parle de Lavater trimestris, parce qu'on a des lavataires arbustives, donc là on n'est pas du tout dans le sujet, là je parle vraiment des lavataires annuelles. Le lavater va former une touffe qui va monter à peu près à 80 cm à 1 mètre, qui va être très ramifiée et qui va avoir un port assez arrondi. Le feuillage il est vert, il est lobé, plutôt dufteux. La floraison est très abondante, elle est mellifère également. La plante va fleurir entre l'été et l'automne. Alors ces fleurs, elles sont en auto noir, plus ou moins évasées, et vous avez différents coloris aussi, donc très souvent vous allez trouver des lavataires blancs, des roses, vous allez aussi en trouver qui vont être parfois veinés de marques un petit peu plus foncées, donc c'est une plante qui est aussi très intéressante, qui est très florifère, qui est vraiment décorative, qui se remarque bien dans les massifs. Alors c'est une plante qui est accommodante, que vous allez placer dans tout sol ordinaire, plutôt au soleil, dans un endroit assez chaud, elle aime bien quand même avoir de la chaleur et avoir beaucoup de lumière pour bien fleurir. Là encore pour le semis vous avez deux possibilités, ou alors vous semez vers mars-avril en terrine, ensuite pareil on repique en godet et ensuite on met en pleine terre une fois que les gelées sont passées vers le mois de mai, des fois un petit peu avant selon les régions, ou alors là encore vous pouvez les semer directement en place au mois de mai. C'est une plante, j'ai lu plusieurs fois qu'elle était censée se ressemer spontanément. Alors autant j'ai vu des cosmos ici se ressemer, donc les cosmos et les nigelles, tous les ans j'en ai qui reviennent. Autant les lavataires, en général, elles ne reviennent pas ici. Alors dites-moi en commentaire si chez vous, éventuellement, vous avez des lavataires qui reviennent spontanément d'une année sur l'autre. Autre plante annuelle que vous connaissez sûrement, que vous avez sûrement déjà croisée, le pavot de Californie, Elcholzia californica. Donc son feuillage, il est vert glauque, donc un vert un petit peu avec des petits reflets bleutés, mais enfin vous attendez pas une plante bleue, un feuillage bleu. Un feuillage très découpé également, et très fin, et la touffe va faire environ 30 à 50 cm. Les fleurs peuvent être simples ou doubles, en coupe assez évasée, et au niveau des coloris, là aussi vous avez plusieurs possibilités. La plus connue, celle qu'on voit le plus souvent, c'est bien sûr celle qui a une couleur orange, un orange vif, peut-être un peu agressif pour certains, mais il y a d'autres coloris qui existent. On peut en effet trouver du blanc crème, du rose, du jaune, du rouge orangé. Parfois ça peut être un peu multicolore et parfois on peut avoir des rayures de couleurs différentes. Là encore, le pavot de Californie, c'est une plante très facile qui est quasiment inratable. Le pavot de Californie, vous l'installez en plein soleil, dans un sol qui soit léger, drainé, plutôt profond, parce que c'est une racine pivotante qui a besoin de pouvoir s'enfoncer dans le sol sans trop de difficultés. Et concernant le semis, vous avez deux possibilités. Vous pouvez semer en place directement à l'automne. La plante va faire son feuillage et puis va attendre la saison suivante pour fleurir souvent dès le mois de mars. Ou alors vous les semez en mars directement, la floraison va être un petit peu plus retardée, va être vers le mois de mai ou de juin, mais en tout cas c'est une plante que vous allez semer directement en place parce que c'est pareil, c'est une plante que vous n'allez pas repiquer, semer en terrine et repiquer. Alors le pavot de Californie, vous pouvez l'installer, vu sa taille, au premier plan d'un massif, vous pouvez l'installer dans une prairie fleurie, vous pouvez l'installer en bordure de chemin pour encadrer un chemin par exemple, et là vous pouvez avoir un effet qui est vraiment revigorant et plein de couleurs. Si les conditions lui plaisent, c'est une annuelle qui va se ressemer toute seule, tous les ans ici, là où j'en ai semé, j'en ai quelques pieds qui reviennent. Et puis parfois on a des bonnes surprises. Il y a quelques années, j'avais semé des pavots de couleur orange, le classique. Et l'année suivante, je me suis retrouvé avec un pied qui avait une teinte un peu jaune crème, qui était vraiment très sympa. Bon, malheureusement, il a fait sa saison, et l'année d'après, c'est de nouveau une variété orange qui est apparue. J'aurais bien aimé garder la variété crème. Mais voilà, en laissant les hybridations se faire naturellement par les pollinisateurs, vous pouvez avoir des fois des surprises intéressantes. On reste dans la même famille que les pavots de Californie avec une plante bien connue qui a un petit côté nostalgique. Je parle bien sûr du coquelicot, Papaver roeas. Et le coquelicot en fait c'est une mauvaise herbe, c'est ce qu'on appelle une plante messicole, c'est-à-dire c'est une plante qui pousse avec les moissons, qu'on trouvait beaucoup dans les cultures auparavant, en particulier avec les cultures de céréales, parce qu'elle aime bien justement pousser dans les sols qui sont remués et qui sont travaillés. Malheureusement, les changements de pratiques culturelles, avec un travail du sol qui est différent, qui est un peu plus agressif, sans parler des pesticides et autres herbicides, ont fait que petit à petit, ces plantes ont disparu de nos champs. Alors petit à petit, maintenant, dans les cultures un peu plus respectueuses de l'environnement, on commence à revoir apparaître des coquelicots sur les bords de chemin ou au milieu de certaines cultures. En tout cas, vous pouvez tout à fait les intégrer dans votre jardin, même s'il n'y en a pas dans les champs alentours, vous pouvez en avoir chez vous. Alors le coquelicot, il va monter entre 50 et 80 cm. Ce sont des longues tiges très fines, légèrement velues, légèrement poilues. Et ces tiges, elles vont porter les fleurs que vous connaissez tous, des fleurs aux pétales soyeux et un petit peu chiffonnées.
Alors la couleur qu'on connaît tous pour le coquelicot, c'est le rouge bien sûr, mais il y a d'autres couleurs qui existent, comme par exemple le blanc, le rose, plus ou moins rose ou mauve, et parfois on a même des taches noires à l'intérieur des pétales qu'on appelle des macules. Et il en existe même qui proposent des variations de couleurs intéressantes, et même une variété qui a la particularité d'avoir une couleur gris ardoise très originale. D'ailleurs ces fleurs, elles peuvent être simples ou éventuellement doubles selon les variétés. Le coquelicot, il pousse à peu près partout, tant qu'il y a du soleil, donc au soleil, dans un sol qui va être argileux et calcaire, mais qui peut être aussi plus pauvre, plus filtrant, voire caillouteux. C'est d'ailleurs une plante qui adore se ressemer dans les zones remuées ou les éboulis, et vous pouvez très bien, à un moment donné, vous allez retourner votre jardin, et puis l'année après, sans avoir semé de coquelicots, vous allez en voir apparaître. Alors ça peut bien sûr être des semis qui viennent de l'extérieur de votre jardin, mais ça peut être aussi des semis que vous avez mis en place, qui n'avaient pas pris, et à l'occasion d'un travail du sol, les graines se sont retrouvées dans de meilleures conditions, ont germé, et vous offrent des fleurs pour l'année en cours. Même avec des graines qui étaient cachées dans le sol depuis plusieurs années. Le semis, vous allez donc le faire dans un sol travaillé, puisque c'est ce que le coquelicot aime. Vous pouvez le semer soit à l'automne, dans ce cas-là vous allez avoir une floraison plus printanière, soit vous semez au printemps, et dans ce cas-là vous aurez une floraison plus estivale, ou alors vous faites un petit peu des deux, un mélange des deux, pour avoir des coquelicots à différentes périodes dans votre jardin. La plante suivante est aussi une plante qui est très connue, je parle bien sûr des soleils ou des tournesols. Leur petit nom latin c'est Helianthus. Alors bien sûr, on connaît tous le tournesol pour en voir des champs entiers avec leurs fleurs, toutes les fleurs tournées dans la même direction et à partir desquelles on fait l'huile de tournesol. Mais il existe aussi d'autres variétés qui sont plus raffinées et qui offrent des coloris plus originaux et plus intéressants. Concernant les tournesols, là aussi on va avoir des plantes qui vont être des plantes assez basses, qui vont faire 30-40 cm, jusqu'à des espèces qui sont de vraies géantes, qui sont capables de monter à 3 mètres. Le tournesol a une tige épaisse, faiblement ramifiée et légèrement velue, donc légèrement poilue également. Les feuilles elles sont vertes, elles sont larges, cordiformes, c'est-à-dire en forme de cœur, plus ou moins découpées et plus ou moins rugueuses. Les fleurs sont mellifères, elles vont attirer les pollinisateurs. Et vous en avez à fleurs simples ou à fleurs plus doubles, certaines sont carrément en forme de pompon. Alors souvent vous avez au centre un disque de fleurs fertiles, ce qu'on appelle les fleurs fertiles, qui est souvent de couleur un petit peu brune. Et puis autour vous avez ce qui ressemble à des pétales, mais qui sont en fait des fleurs qui se sont transformées en une espèce de pétales, ce qu'on appelle des fleurs ligulées, et qui là vont prendre des teintes différentes en fonction des variétés que vous allez choisir. En effet, au-delà du jaune franc qu'on connaît tous, certaines variétés vont afficher un jaune un petit peu plus pâle, un jaune un peu lavé. Certaines variétés pouvant presque paraître blanches. On va également avoir des teintes d'un orange plus ou moins brûlé, d'un rouge qui peut être sombre jusqu'à paraître brun, du rose pâle, et même parfois des teintes bicolores avec les ligules qui vont avoir différentes teintes entre l'extérieur et l'intérieur, le cœur de la fleur. La floraison du tournesol s'étale en général du mois de juillet au mois d'octobre. Vous allez les installer au soleil, dans un sol qui soit plutôt riche, qui soit profond, qui soit frais mais drainé. Et pour ce qui est du semis, on a encore ici deux options. Soit en avril-mai, vous semez vos graines de tournesol en pot. Alors vous allez les semer ce qu'on appelle en poquet, c'est-à-dire vous allez mettre, on va dire, 3-4 graines, alors sur des petits pots de 9 cm à peu près, vous allez mettre 3-4 graines. Ensuite vous allez éliminer, comme je vous l'ai expliqué plus tôt pour les cosmos, vous allez éliminer les plants les plus faibles, vous allez garder le plant le plus solide, et ensuite vous allez le transplanter vers le mois de mai, en pleine terre, à l'endroit où vous voulez le voir fleurir. Au même moment, en avril-mai, vous pouvez tout à fait semer directement vos tournesols en pleine terre à l'endroit où vous voulez les voir apparaître. Alors attention, avec les grandes variétés, elles peuvent avoir besoin d'un tutorage, surtout s'il y a des forts coups de vent, parce que bien que la tige soit quand même très solide, moi l'an dernier j'ai eu des coups de vent qui m'avaient complètement cassé ou couché certains pieds. Pour les tutorer, soit vous installez une branche ou un petit tutor en bambou auquel vous accrochez la tige, soit vous les placez derrière ou à côté d'arbustes assez solides pour les soutenir. Et enfin, bien sûr, si vous aimez les bouquets, vous pouvez faire des bouquets avec ces grands soleils qui vont apporter beaucoup de lumière dans vos intérieurs. On termine cette sélection avec la fleur araignée, qu'on appelle aussi cléome. Le cléome, c'est une fleur avec une très longue floraison et un aspect original et plutôt exotique. Elle va monter à peu près 1 mètre, 1,50 m, elle va faire une touffe assez érigée et plutôt buissonnante. Les tiges sont velues, souvent épineuses, et les feuilles elles sont palmées, c'est-à-dire en forme de main, en forme de palme, et crénelées. Alors en fait, quand on voit une feuille de cléome, on peut éventuellement la confondre avec une fleur de cannabis. Oui, la fleur ressemble aussi beaucoup, et même des fois au niveau de l'odeur, vous avez une petite odeur qui peut rappeler le cannabis. Mais évitez de fumer le cléome, c'est pas fait pour ça, et je crois en plus que ça peut être nocif de fumer le cléome, donc je vous encourage absolument pas à faire ça.
profitez du cléome avec vos yeux uniquement. Donc comme je vous le disais, les fleurs elles sont très graphiques, elles apparaissent en bouquet, alors c'est des fleurs un petit peu qui sont groupées plus ou moins en sphères, et de ces fleurs partent des longues étamines très longues et très fines, qui sont très graphiques et qui font justement un peu penser à des pattes d'araignée, c'est aussi peut-être de ça que lui vient son nom. Au niveau des coloris, bon, il n'y a pas un choix exceptionnel, mais vous avez en gros du blanc, du rose, du mauve ou du mauve pourpré, mais ça permet quand même déjà d'agrémenter vos massifs de façon sympa. Placez votre cléome en plein soleil, éventuellement à la mi-ombre. Donc par exemple ici, moi j'en avais installé qui était exposé à l'ouest, donc qui était au soleil uniquement l'après-midi et qui se portait à merveille. Un sol riche, un sol frais, un sol drainé, plutôt abrité des vents, voilà des conditions qui vont plaire au cléome. Et un peu comme le tournesol, n'hésitez pas à l'installer avec à côté de plantes un peu plus solides qui peuvent leur servir de tuteur. Le cléome, vous pouvez le semer au chaud en mars, vous allez le repiquer en godet puis vous allez le mettre en place au mois de mai. Alors la germination du cléome est assez lente, donc soyez patient avant de voir apparaître les premiers plantules, ne jetez pas tout, hein, c'est peut-être tout simplement en train de se préparer doucement. Ou sinon, une autre solution qui est vachement sympa, qui est vachement pratique, qui est un peu plus coûteuse, c'est d'acheter les plantes en mini plants, mini godets. Vous avez plusieurs sites sur internet qui vous proposent ces mini mottes, donc ce sont vraiment des toutes petites mottes. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est quand je les reçois, je les mets dans des godets de 9 cm, de façon à leur faire prendre un petit peu de force, à ce qu'elles développent un peu mieux leur système racinaire et qu'elles poussent un peu, après quoi je les installe dans les massifs à l'endroit voulu. La floraison, elle a lieu à peu près du mois de juin jusqu'au gelée. Il y en a encore en automne, moi j'en ai ici en automne. Et elle peut se ressemer. Il m'est arrivé d'en avoir qui se ressemaient carrément dans l'herbe, devant le massif. Donc c'est marrant parce que j'en avais pas qui étaient ressemés dans le massif et qui avaient germé dans le massif. Alors sans doute parce que en désherbant, en nettoyant, j'ai dû un petit peu, sans faire attention, arracher peut-être des semis qui étaient présents, que j'ai pas vus. Mais l'année suivante, je me suis rendu compte que j'avais des semis dans l'herbe, directement dans l'herbe, que j'ai prélevés, que j'ai mis en godet et qu'ensuite j'ai installé dans mes massifs pour pouvoir en profiter gratuitement. En tout cas, le cléome, c'est une annuelle qui est vraiment intéressante pour sa très longue floraison et pour son aspect graphique et exotique. Voilà, on en a fini avec cette présentation de 5 annuelles à croissance rapide et très florifère. Alors bien sûr, j'aurais pu citer plein d'autres annuelles, mais le but c'est pas de faire des vidéos exhaustives, c'est juste de vous donner quelques idées. Là, ce sont vraiment 5 annuelles qui sont très faciles, qui poussent bien, qui fleurissent longtemps, qui sont belles, qui sont faciles à entretenir, faciles à semer pour la plupart. Donc n'hésitez pas à les cultiver. Mais je vous conseille de ne pas partir que sur des annuelles. J'avais dans une précédente vidéo, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Organisez votre massif avec des arbres, des arbustes, des graminées, des bulbes. Et puis utilisez les annuelles, sauf en cas d'urgence, comme je vous l'ai dit, vous n'avez plus rien dans votre massif, vous n'avez pas eu le temps. À ce moment-là, les annuelles, c'est une très bonne solution. Mais sinon, essayez toujours de penser votre jardin sur les 4 saisons en anticipant un petit peu et en mélangeant les formes, les textures, les hauteurs, les pores, etc. Et puisqu'on a parlé d'annuelles, je vous propose de nous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous présenterai à nouveau des annuelles. Mais cette fois-ci, ce seront des annuelles grimpantes qui vont vous permettre d'apporter des verticalités ou éventuellement de vous cacher d'un vis-à-vis très rapidement si vous en éprouvez le besoin. Si cette vidéo vous a plu, soutenez la chaîne en mettant un pouce bleu, en partageant, en commentant. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, activez la petite cloche si vous voulez être tenu informé des vidéos au fur et à mesure de leur parution. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les plantes. Ciao!